Merci beaucoup pour ces propos chaleureux d'accueil, Madame Simoun. C'est au travers vous, j'aimerais particulièrement remercier d'abord, mesdames et messieurs, à qui vous êtes déplacés ce soir. Il y avait d'autres conférences organisées, il y avait le trafic de Bruxelles qu'il fallait vaincre, et cela pour un sujet qui paraît bien complexe. Mais aussi, je voudrais avoir des propos chaleureux pour l'institution qui nous accueille, l'Académie royale de Belgique, ainsi que les personnes qui en assurent la gestion et qui ont dirigé leurs travaux ces dernières années, et en particulier une personne que j'apprécie particulièrement, Monsieur Hervé Asquin, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire mes premiers pas dans l'exercice de ma profession, et qui m'a éclairé sur une compréhension d'une vie professionnelle faite non seulement de droit, mais également d'une compréhension plus large. Cette compréhension plus large est celle qui va nous guider ce soir. Mesdames et messieurs, le sujet qui vous est proposé ici pour 1 heure sera effectivement la discipline budgétaire européenne, les investissements publics et le déficit public caché. C'est un sujet qui n'est pas aisé, parce que ce sujet est à la convergence de plusieurs domaines de spécialisation et qui sont généralement bien séparés et traités de manière bien distincte. Il y a de l'économie, il y a de la statistique et il y a du droit. Et du droit public, du droit budgétaire, mais dans un monde qui, comme le monde actuel, est bien divisé dans les différents domaines de la science et du savoir, il est quelquefois intéressant de pouvoir aller au-delà de ces frontières et de pouvoir essayer de faire cet exercice difficile, mais exercice où il y a des prédécesseurs illustres et des penseurs illustres depuis des siècles ont tenté de créer une synthèse de ces différentes réflexions. Cette synthèse est aujourd'hui difficile et particulièrement dans une matière aussi technique que celle-ci, mais nous allons le voir que cette synthèse est plus aisée qu'il ne paraît au premier abord, étant donné que d'autres nous ont précédés et ont envisagé cette synthèse. Donc, quelquefois maintenant, quand on lit la littérature moderne, scientifique, on s'aperçoit qu'il serait neuf de casser les silos, de briser les différents axes d'une réflexion, mais finalement, lorsqu'on revient à des siècles antérieurs, on s'aperçoit que à la Renaissance, il y avait une réflexion qui tentait justement de faire cette synthèse des différentes sciences. Et ici, dans le cadre de notre exposé, j'essaierai de mettre en lumière, au-delà des concepts que je vais aborder, l'aventure humaine qui marque cette matière, la matière des déficits publics cachés et de la statistique au travers des comptes nationaux. Nous allons voir, j'aborderai plus tard, 2 personnalités qui m'ont particulièrement marqué dans mes travaux. C'est 2 prix Nobel d'économie. Le premier est Richard Stone, un prix Nobel d'économie de 1984 qui a été récompensé pour ses travaux sur l'établissement des comptes nationaux. Et j'en parlerai plus longtemps parce que je vais parler de quelques outils qui font aujourd'hui quelquefois les titres de la presse, tels que le SEC 2010, lorsqu'on entend parler du tram de Liège, de ses aventures et des multiples arrêts qu'il a connus. On entend parler d'Eurostat et du SEC 2010. Nous viendrons aux origines de ce SEC 2010 et j'essayerai de présenter les caractéristiques qui fait que dans cet outil qui paraît rigoureux et aride, nous verrons qu'il y a en fait beaucoup de souplesse, et cette souplesse amène d'ailleurs une réflexion pour voir si celle-ci n'est pas excessive et n'ouvre pas la porte à des déficits publics cachés. Il y a une deuxième personne que je voudrais mettre en avant dans le cadre de mon exposé, ce sera dans la conclusion et dans les discussions sur les orientations possibles. C'est le professeur Elinor Ostrom. Le professeur Elinor Ostrom a été récompensé du prix Nobel d'économie qu'elle a partagé avec Oliver Williamson en 2009 pour ses travaux sur la tragédie des communs. Et notamment, nous ferons un essai de transposer la théorie de la tragédie des communs au déficit public caché. Voilà ceci comme propos introductif. Le plan de l'exposé est divisé en 5 parties. D'abord, je présenterai la discipline budgétaire européenne. Celle-ci vous est connue, elle est déjà largement commentée dans la presse et dans les différents ouvrages spécialisés et critiques de plus en plus.
Après cette introduction sur la discipline budgétaire européenne, cela m'amènera à aborder le SEC, le système européen des comptes, et ses origines européennes. Nous verrons que ici, à Bruxelles, et en Europe, nous occupons une place très particulière géographiquement qui est quasiment aux origines des concepts qui ont été développés. En fait, nous sommes de l'autre côté de la Manche puisque les concepts ont été développés au Royaume-Uni durant l'économie de guerre, durant la Seconde Guerre mondiale, et où Richard Stone, qui était à ce moment-là assistant de Keynes, avait développé un système de statistiques. Système statistique qui sera ensuite répandu et utilisé dans le cadre du plan Marshall et de la gestion de l'aide américaine, et avec cela, en jetant les bases de l'OCDE et de l'application de l'OCDE dans l'établissement des systèmes des comptes nationaux. J'aborderai après ces deux premiers points qui vont mettre en lumière, qui vont donner une image d'organisation et je dirais d'exhaustivité dans l'approche. On va voir que les mailles du filet sont assez larges et que dans celle-ci, il y a notamment un instrument qui s'appelle les partenariats publics-privés qui en fait permettent des opérations hors bilan. Nous verrons que des opérations hors bilan sont tout à fait admises et organisées dans le système des comptes nationaux, et cela nous amènera déjà à avoir une vue plus nuancée sur le caractère rigoureux de la discipline budgétaire européenne. Et cela nous amènera alors à parler de la problématique du déficit public caché. Donc la somme de ces dépenses hors bilan, non comptabilisées dans les statistiques officielles, et qui, lors des crises antérieures des années 70, 80 et 90, ont démontré en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique leur puissance lorsque des chocs économiques surviennent. Enfin, je conclurai avec une discussion et des orientations. Je me permettrai de prendre quelques risques, et donc de manière à pouvoir susciter peut-être des réactions de votre part, et qui me donnera le plaisir certainement d'être éclairé par des idées nouvelles sur cette problématique. Donc je commencerai avec la discipline budgétaire européenne, et ici nous sommes dans un domaine très connu puisque le lien existant entre une politique monétaire unique et les politiques budgétaires nationales sont apparus dès la conception de l'Union économique et monétaire, donc dès 1989, dès le comité de travail présidé par Jacques Delors, alors président de la Commission européenne. On avait déjà souligné à cette époque la nécessité de limiter les déficits budgétaires. Et cette limitation des déficits budgétaires avait déjà été exprimée en termes clairs, puisque le rapport Delors, à l'époque, disait, je cite, « En particulier, des politiques budgétaires nationales non coordonnées et divergentes auraient pour effet de compromettre la stabilité monétaire et de créer des déséquilibres dans les secteurs réels et financiers de la communauté. » Fin de citation. Donc, cela avait été dit en 1989, 20 ans plus tard, avec la crise de la dette souveraine qui affecta la stabilité des États du Sud de la zone euro. Nous en avons eu une démonstration. Alors, la discipline budgétaire de l'Union européenne trouve sa base en droit européen dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 126 de ce traité organise une surveillance du déficit et du niveau de la dette publique, du déficit public et de la dette publique dans les États membres. Cette surveillance a pour objet de veiller à ce que la discipline budgétaire soit bien respectée, et vous le savez, cette discipline se base sur deux critères, deux rapports, l'un entre le déficit public et le PIB, qui est fixé avec une valeur de référence qui est de 3%, et enfin un rapport entre la dette publique et le PIB qui ne peut dépasser une seconde valeur de référence fixée uniformément pour toute l'Union européenne, pour chaque État membre, à 60%. Donc évidemment, nous verrons que la définition d'un seuil identique de valeur de référence pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, alors que ceux-ci connaissent des économies différentes, est évidemment un sujet de débat. Mais ce débat est toujours en cours, mais en attendant, il y a une réalité, c'est que cette discipline budgétaire européenne est un fait, et même un fait inscrit en droit, donc autant le prendre en considération. Alors pour ceux qui suivent l'actualité et qui comptent les jours avant l'entrée en vigueur du Brexit, le Royaume-Uni avait évidemment, dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, négocié un protocole numéro 15 qui, lui, était applicable
et qui lui permettait d'éviter les sanctions en cas de déficit public excessif. Et pour les personnes intéressées, ce protocole numéro 15 disait que le Royaume-Uni s'engageait à s'efforcer à éviter un déficit public excessif. Mais il n'empêche que le Royaume-Uni a fourni des chiffres et nous verrons que c'est ce même pays, ce même État membre qui sera particulièrement en pointe dans le domaine des partenariats publics-privés et notamment en pointe dans le développement d'une pratique du partenariat public-privé hors bilan. Alors, à ce stade-ci, je peux simplement m'arrêter un instant et donc revenons un petit peu sur deux adjectifs, déficit public et dette publique. Cette notion de public semble claire, tout le monde sait ce qu'est un déficit public, tout le monde sait ce qu'est une dette publique, mais à y regarder de plus près, regardons en droit, c'est quoi la définition d'un déficit d'une dette publique? Eh bien, lorsqu'on regarde en détail la définition qui est donnée par le protocole numéro 12, c'est celui qui fixe les seuils de 3 et de 60%, on voit que la notion de public est faite par rapport à ce qui est relatif au gouvernement général, je cite, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales ou les fonds de sécurité sociale à l'exclusion des opérations commerciales. Et puis ça continue, cette citation continue, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés. Donc la notion de déficit public et de dette publique est directement rattachée en droit de l'Union européenne avec un système européen des comptes économiques intégrés. Cette appellation vise en fait l'ancêtre du SEC, donc avant que le système européen des comptes soit mis en place, c'est-à-dire le système qui organise les comptes nationaux des États membres. C'était le système qui était en vigueur. Je vais y revenir parce que ce système a comme caractéristique, celui auquel le protocole 12 faisait référence initialement, d'être un système non obligatoire, c'est-à-dire que chaque État membre pouvait s'en inspirer et développer lui-même un système de comptes nationaux, c'est-à-dire la base de calcul de son déficit public et de sa dette publique pouvait être, je dirais, créative, mais elle devait être en conformité avec des règles, enfin des principes communs, mais chacun pouvait y aller de sa créativité. Et ça, c'était au début. Évidemment, ça a été rectifié par la suite et dès 1993 sera adopté un autre système, le système, lui, adopté par un règlement européen, le système européen des comptes, ce sera le SEC 95, et en 2014 entrera en vigueur la nouvelle génération, le SEC 2010. Donc, si on s'intéresse un petit peu à ce système européen des comptes, on va s'apercevoir que celui-ci a des origines, et je vais en parler de manière plus lointaine, qui sont rattachées avec d'autres instruments, notamment développés au niveau de l'ONU. Et on voit là vraiment quelque chose un instrument multilatéral conçu au niveau d'organisations internationales telles que l'ONU avec l'assistance du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de la Commission européenne. Mais je vais revenir par la suite et je vais continuer sur la présentation de la discipline budgétaire en parlant du pacte de stabilité et de croissance. Il est bien connu aussi, ce pacte de stabilité et de croissance, puisque derrière cette désignation, en fait, il y a un ensemble de règlements européens qui sont visés et qui ont été adoptés à la suite de l'adoption d'une résolution adoptée au Conseil européen d'Amsterdam le 17 juin 1997. Alors, le pacte de stabilité et de croissance comprend un système de surveillance multilatérale, c'est le volet préventif, et puis il y a également un volet correctif. Et c'est de ça dont nous entendons parler 2 fois par an, lorsqu'il y a des travaux qui sont budgétaires, qui sont réalisés par les gouvernements lorsqu'ils adressent leurs comptes à la Commission européenne et en particulier à Eurostat. Alors, ce volet préventif du pacte de stabilité et de croissance repose sur la considération que dans une Union européenne de plus en plus intégrée, l'interdépendance entre les États membres amène à ce que leurs intérêts respectifs soient mieux servis par une coordination de leur politique économique. Et le volet préventif est complété par un volet dit correctif, et ce volet correctif traite des situations de déficit excessif et peut entraîner en principe l'adoption de sanctions. Mais cela est assez connu. Alors, ces différents instruments ont été, durant la crise de l'euro, la crise financière de la crise de l'euro, ont été renforcés à l'occasion de
deux volets de législation. Le premier volet s'appelle le Six-Pack, et donc c'est un ensemble de 5 règlements et d'une directive. Et ensuite, ça a été complété par le Two-Pack, qui consiste également en l'adoption de 2 règlements. Alors, il résulte de l'ensemble de cette discipline budgétaire européenne que des données doivent être notifiées par les États membres chaque année, 2 fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre. Ces données sont adressées à Eurostat, et Eurostat les analyse. Et Eurostat va analyser la qualité, la solidité de ces données par rapport toujours au système européen des comptes et à la méthodologie. Donc on a ici, donc à ce stade-ci, on a donc une définition du déficit et de la dette publique qui se fait par rapport à un système. Ensuite, nous avons c'est une discipline qui implique que les États membres notifient des informations auprès d'une institution qui s'appelle Eurostat, qui est une direction générale indépendante de la Commission européenne. Cette même direction évalue la qualité des données par rapport à la méthodologie qui est elle-même inscrite dans le système européen des comptes. Donc nous avons un système où nous avons une règle, une autorité de contrôle et des États membres qui doivent notifier 2 fois par an leurs informations à cette autorité. Nous allons voir que le rôle d'Eurostat est assez central dans le développement du sujet qui est présenté aujourd'hui, puisque c'est Eurostat qui va définir et qui va créer la méthodologie, donc les normes qui vont être à la base des opérations hors bilan, et notamment celles relatives au partenariat public-privé. Et là, en cela, je voudrais revenir, je ferai un lien avec, avec mon exposé introductif, qui est que l'histoire, finalement, on va le voir au travers du sujet, est faite finalement de l'investissement et du travail de quelques personnes, de quelques hommes. Et nous allons voir que Eurostat est essentiellement une direction, une unité, et dans cette unité, il y a quelques personnes qui ont construit notamment l'ensemble des règles statistiques que nous allons aborder. J'y reviendrai par après. Donc, la qualité des données effectives notifiées par les États membres est examinée et évaluée par Eurostat. Ça, je l'ai déjà dit, dans les 3 semaines qui suivent chacune des 2 notifications d'avril et d'octobre. S'il est manifeste que les données notifiées par un État membre ne sont pas établies conformément au système européen des comptes, Eurostat peut alors prendre plusieurs mesures, effectuer des visites méthodologiques, émettre des réserves quant à la qualité des données effectives, modifier de manière unilatérale les données effectives notifiées et, le cas échéant, imposer des amendes. Donc, alors, à côté de ces instruments dont j'ai déjà parlé, maintenant il y a aussi, je dois aussi aborder le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Bon, il s'agit d'un accord intergouvernemental qui a été signé par tous les États membres, sauf 2, donc le Royaume-Uni et la République tchèque, ce qui fait que ce n'est pas un outil de droit européen, mais un accord intergouvernemental, mais qui a permis à la Belgique de transposer certaines règles, notamment la règle d'or, qui vise à une situation budgétaire d'équilibre ou d'excédent. Et donc ce pacte budgétaire comporte une règle d'équilibre, donc la règle d'or, et pour les États, donc cette règle prévoit 2 situations. Les États dont la dette est supérieure à 60% du PIB, alors là, dans ce cas-là, le déficit structurel annuel des administrations publiques ne peut dépasser un certain pourcentage du PIB. Et ces pays doivent réduire l'écart entre leur dette et une valeur de référence définie par rapport au PIB. Et puis là, il y a la deuxième situation, c'est celle pour les États où la dette est inférieure à 60% du PIB. Alors à ce moment-là, le déficit budgétaire annuel peut alors à ce moment-là atteindre un seuil supérieur qui est fixé à 1%. Donc, voilà, ça se trouve résumé ici. Et alors, la règle d'or est traduite en Belgique et transposée par un accord de coopération, puisque la Belgique est un État fédéral et que les dépenses publiques ne sont pas uniquement le fait de l'État central, enfin de l'État fédéral, mais également le fait des entités fédérées et des pouvoirs locaux qui sont gérés par ces entités fédérées.
Et donc un accord de coopération gère cela et la section besoin de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances est appelée à surveiller annuellement les budgets des entités fédérées de l'État fédéral par rapport à cet accord de coopération. Alors, de cet ensemble, ça peut donner l'idée d'un édifice bien construit. Donc nous avons une discipline budgétaire européenne qui trouve sa base dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a des protocoles qui précisent les valeurs de référence. Il y a un système européen des comptes sur lequel on peut se baser pour pouvoir calculer, enfin pour avoir une méthode de calcul du déficit et de la dette publique. Il y a des règles en droit interne, notamment en Belgique, pour transposer cet ensemble. Donc, je dirais que l'image que ça peut donner, c'est une certaine solidité dans la discipline budgétaire européenne. Et c'est cette image que je vais essayer de déconstruire maintenant par la suite, dans la suite de mon exposé, après cette introduction. Mais avant cela, évidemment, avant de quitter la section sur la discipline budgétaire européenne, je ne peux pas faire l'économie des critiques qui sont en cours actuellement et qu'on lit dans la presse spécialisée. Discipline budgétaire, soit qui est questionnée par rapport à son principe, faut-il une discipline? Faut-il ne pas permettre plutôt beaucoup plus de dépenses publiques pour relancer l'économie? Il y a des économistes qui réfléchissent à la question. Et ici, j'ai pris, c'est un choix personnel, les propos d'un économiste, c'est Jean Tirole, donc prix Nobel d'économie en 2014, qui prouve que bien que compréhensible sur le plan politique, compte tenu des craintes de traitement discriminatoire, le choix d'une contrainte uniforme pour tous les pays ne facilite pas les choses. Il n'existe pas de chiffre magique en matière de soutenabilité de la dette nationale. Et c'est vrai que l'économiste qui est cité ici met en lumière la différence entre l'Argentine, qui avec une dette de 60% de PIB connaît des difficultés, et compare cela avec la situation du Japon, qui, évidemment, avec 200% de PIB de dette, s'en tire toujours très bien. Donc, évidemment, mais ça, c'est un débat que je laisserai aux économistes. Alors, revenons un petit peu sur la notion de déficit et de dette publique. Donc, cette notion de public est rattachée au système européen des comptes économiques intégrés, devenu système européen des comptes. Et donc, cela m'amène à vous parler du SEC 95 et du SEC 2010. Et avec cela, nous allons aller aux origines européennes et multilatérales du SEC. Alors, l'idée derrière le système européen des comptes, c'est pas de vous introduire sur la beauté des statistiques. J'y serai incapable. Par contre, l'exercice et l'aventure humaine qui est derrière, elle est passionnante et elle est à portée de tout le monde, y compris des juristes. Donc, on peut comprendre que à certains moments, les gouvernements avaient besoin de pouvoir construire une politique économique en étant éclairés par des données. Et il n'est pas étonnant de voir que c'est dans les périodes de l'histoire où l'urgence de pouvoir être bien éclairé que cet intérêt pour la création de cet outil s'est développé, et particulièrement durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc dans l'économie de guerre en Angleterre, mais surtout par après, lorsque le plan Marshall a dû être développé et déployé pour aider à la reconstruction de l'Europe occidentale, dévastée par la Seconde Guerre mondiale, il y eut besoin de développer ce qu'on appelle des comptes nationaux, afin de permettre de définir des clés de répartition dans le plan Marshall, mais également d'orienter la mise en œuvre de ce plan de relance de l'économie européenne. Alors, pour que les données statistiques soient comparables d'État en État, les méthodes statistiques mises en œuvre pour l'établissement des comptes nationaux doivent être harmonisées au niveau international. Donc, cette harmonisation internationale est le fruit d'une évolution qui s'est principalement accomplie durant la seconde moitié du XXe siècle, donc c'est encore relativement récent, et des organisations internationales comme l'ONU et l'OCDE, même au départ, le premier rapport est un rapport qui a précédé les travaux de l'ONU, se sont intéressés à établir les origines d'un système harmonisé de comptes nationaux reposant sur des définitions, des principes et des méthodes communes. Et donc, plus récemment, la Commission européenne, le FMI et la Banque mondiale ont par la suite participé au développement de ce système en l'adaptant pour la Commission européenne aux besoins propres de l'Union européenne.
Alors, la dernière harmonisation internationale en date s'est faite au niveau de l'ONU et s'appelle Système de comptabilité nationale 2008, donc SCN 2008 en abrégé. Et il était adopté sous les auspices de l'ONU et le fruit d'un travail commun de la Commission européenne, de l'OCDE, le FMI et du groupe de la Banque mondiale. Le SCN 2008 a été adopté comme standard statistique international le 27 février 2009 à New York. Et le système poursuit l'objectif de décrire de manière cohérente et intégrer un ensemble de comptes macroéconomiques en se fondant sur des concepts, des définitions et des classifications et une méthodologie statistique commune et internationalement reconnue. Alors pour vous donner un exemple, pour donner un peu de caractère concret à cette longue phrase, je vais simplement vous dire qu'un des principes actuellement fondamentaux, une des règles fondamentales qui est suivie dans les comptes nationaux, c'est que la comptabilisation se fait sur base des droits constatés. Donc ce n'est pas une comptabilisation qui est faite sur base de caisse. Donc on ne va pas prendre en considération combien un État dépense, paye sur une année budgétaire. On va prendre en considération combien un État s'est-il engagé à payer. Et ça, c'est particulièrement intéressant sur des opérations d'acquisition d'actifs qui sont étalées dans le temps. Parce qu'imaginons que l'État décide d'acheter un pont et que ce pont va être payé en 30 années. Évidemment, ça fait une très grande différence si on est en comptabilité de caisse. Dans ce cas-là, on va comptabiliser le paiement annuel. Et si par contre on est en comptabilisation sur base des droits constatés, dès lors que la construction va commencer et que le contrat a été conclu pour une durée de 30 ans, la totalité des dépenses associées à l'exécution de ce contrat va être enregistrée dans cette année, dans les comptes et dans le déficit public de l'année en question. Et donc, ce changement de passage de comptabilité de caisse en comptabilité de droits constatés a été fait à un moment particulier et a été fait à l'initiative du système de comptabilité nationale des Nations Unies. Et c'est suite à ce changement, donc ça s'est fait sur le SCN 93, qui a été transposé dans le SEC 95, on a alors, je dirais, un des éléments qui permet de créer des opérations en bilan. Parce que si on était resté en comptabilité de caisse, les opérations en bilan n'auraient pas eu de nécessité, puisqu'on n'aurait eu que des enregistrements de dépenses et non pas des enregistrements de droits constatés. Donc on va le voir qu'il y a un autre concept qui est développé dans le système de comptabilité nationale et qui se trouve transposé dans le SEC, qui est également majeur, c'est le concept de propriété économique. Donc ce qui est recherché, c'est avant tout la propriété économique lorsqu'on voit un actif, et une dépense associée à un actif, et non pas la propriété juridique. Donc, comme les systèmes des comptes nationaux recherchent la substance économique plutôt que la forme juridique, on va avoir une attention beaucoup plus grande portée sur cette propriété économique. C'est également un concept assez important. Je dirais qu'il y a deux concepts à retenir, le système de comptabilisation des droits constatés et deuxièmement la recherche et la priorité de l'identification du propriétaire économique. Et c'est ces deux éléments-là qui vont amener à la construction d'une méthodologie pour mettre en œuvre des PPP hors bilan et d'autres opérations en bilan qui vont amener alors à la constitution de déficits publics cachés. Donc si on remonte aux origines maintenant du système de comptabilité nationale, eh bien, on peut identifier, au-delà des contributions exceptionnelles individuelles d'économistes de renom, on peut identifier au moins 4 prix Nobel d'économie qui ont participé à la construction de ce système. Et donc, et au-delà du nom des prix Nobel, il y a également d'autres économistes de renom comme John Maynard Keynes, Ragnar Frisch, Simon Kuznets, Irving Fisher, Vassili Leontiev, Jan Tinbergen, Maurice Koplan et Richard Stone, que j'ai déjà cité. Alors, Richard Stone a écrit en 1947 donc un rapport intitulé Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts. Et c'est ce rapport qui a été préparé et adopté par une sous-commission d'experts statistiques de la Ligue des Nations. C'est ce rapport qui va servir de base à la première génération de lignes directrices pour l'établissement des comptes nationaux. Bon, Richard Stone était à ce moment-là directeur d'un département d'économie appliquée à l'université de Cambridge et a présidé aux 2 rapports qui vont suivre, qui ont été adoptés par l'ancêtre de l'OCDE à l'époque et sur base desquels ces lignes directrices vont continuer à être développées en ce qui concerne les comptes nationaux.
Voilà. Alors, ce système des comptes nationaux va être révisé en 1960 et 1964. Et alors, à partir d'un certain moment, on va avoir vraiment un mimétisme entre le système adopté par les Nations Unies et celui de l'Union européenne, où chaque modification du système des Nations Unies, des comptes nationaux, on va voir une modification qui va être adoptée en conséquence pour l'Europe. D'abord dans un système non obligatoire et ensuite dans un système obligatoire avec le SEC 95 et le SEC 2010. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on peut donc anticiper les changements futurs, puisqu'on voit que les générations successives du SEC, du système européen des comptes, suivent des réformes dans le système des Nations Unies. On peut donc anticiper qu'il va encore y en avoir d'autres, puisqu'on voit que dans le passé, à peu près tous les 10 à 15 années, il y a eu des modifications et des réformes fondamentales, et on peut présumer qu'à l'avenir, cela continuera. Et donc, le système est un système qui évolue. Et ce système évolue vers une plus grande complexité, et aussi, on va le voir, par une tension qui peut remettre en question des gains acquis sur des opérations en bilan. Donc, c'est-à-dire, pour le dire simplement, certaines opérations vont être considérées comme étant hors bilan à leur conclusion, mais si ces opérations devaient être réanalysées sur base de règles qui seront adoptées suite aux réformes, ces opérations pourraient ne plus être hors bilan en cours d'opération. Alors, une des questions qui va se poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui permettrait de devoir refaire une nouvelle analyse sur base des nouvelles normes? Et est-ce que ces nouvelles normes futures qui sont inconnues aujourd'hui sont-elles prises en considération dans les risques, lorsqu'il y a une évaluation des risques faite sur les déficits publics cachés? Mais ça, je vais en reparler par la suite. Donc, cela amène déjà à passer quelques slides. Donc, les premières pages, j'en ai parlé avec Richard Stone. Donc, ceci est une photo, celle qui est publiée sur la page du prix Nobel pour le professeur Richard Stone. Voici les quelques dates 1948, évidemment la constitution de l'Organisation européenne de coopération économique, et alors les deux rapports qui ont été adoptés et écrits par Richard Stone, et enfin la constitution de l'OCDE en 1961. Et ici, vous avez sur cette page, cette tranche, vous avez ici une correspondance entre l'adoption des différentes générations de lignes directrices adoptées par l'Organisation des Nations Unies ou sous l'égide des Nations Unies. Et vous avez ici la correspondance au niveau de l'Union européenne. Et vous voyez qu'à 2 ans d'écart, on a à chaque fois une transposition. Et donc, la question, c'est quelles sont les prochaines dates qui vont intervenir ici. Mais vu la succession d'adoption d'instruments dans le passé, on a du mal à imaginer que ça va s'arrêter. Et donc, une des questions qu'on pourrait se demander, mais dans quelle direction cela va-t-il aller? Alors, ce qui est assez intéressant avec le SEC, c'est qu'il se différencie du système des comptes nationaux des Nations Unies, parce que le système des comptes nationaux des Nations Unies a finalement qu'une utilité, c'est de servir de ligne directrice à l'établissement des comptes nationaux. Le SEC, lui, il a également une deuxième fonction. Comme c'est sur base du SEC qu'est défini le déficit public et la dette publique qui constituent les deux éléments pris en considération pour asseoir la discipline budgétaire de l'Union européenne, le SEC est également quelque part un outil de la discipline budgétaire européenne. Et on va voir que en raison de la valeur réglementaire et de sa participation à la discipline budgétaire européenne, cela va créer une tension sur le SEC. Parce qu'il pourrait être tentant de dire, par exemple, qu'on pourrait offrir plus de flexibilité à l'investissement dans l'Union européenne en disant, par exemple, qu'un type d'opération n'est pas comptabilisé dans le déficit public. Il pourrait être intéressant de dire que, par exemple, les partenariats publics-privés, les concessions ne sont pas comptabilisées dans le déficit public si certaines conditions sont réunies. Et on pourrait aussi penser qu'il pourrait être tentant de se dire que ces règles pourraient être un peu plus souples dans l'espace de l'Union européenne qu'au niveau des Nations Unies, et que peut-être des méthodes même différentes pourraient être mises en œuvre dans l'Union européenne, rendant le recours aux opérations hors bilan plus aisé.
Ben, ces critiques, on va le voir, ont été émises et ces discussions ont eu lieu dans le passé. Alors le SEC, pour rentrer un peu dans le détail, il y a, je dirais pour le simplifier, pour faire une présentation simplifiée, il y a deux dimensions. Dans une dimension qui est, je dirais, spatiale géographique, il faut imaginer le système européen des comptes comme un territoire qui est divisé en 5 sous-territoires. Ces 5 sous-territoires sont en fait des secteurs, sont les secteurs de l'économie. C'est l'originalité des travaux de Richard Stone, c'est d'avoir structuré l'économie en 5 secteurs, et ces 5 secteurs représentent l'économie globale d'un pays. Et donc nous avons là-dedans, vous avez les secteurs 11, 12, 13, 14 et 15, et s'il y en a un qui porte une couleur différente, orange, c'est parce que celui-ci est présenté de manière différente dans les comptes nationaux, puisque c'est le secteur des administrations publiques, et c'est le secteur à partir duquel est calculé le déficit public et la dette publique. C'est-à-dire que si une entité est rattachée au secteur des administrations publiques. L'entité, on va l'appeler unité institutionnelle, mais c'est, disons, une entité. Une entité est attachée au secteur des administrations publiques et que cette entité achète via un contrat un actif, une autoroute, une prison, un réseau de tram, eh bien, le déficit et la dépense associée à cet achat va se retrouver ajouté au déficit du secteur 13, du secteur des administrations publiques, et donc au déficit public. Mais imaginez maintenant que cette même entité ne soit pas rattachée au secteur des administrations publiques, mais soit rattachée par exemple aux sociétés non financières. Dans ce cas-là, on aurait une société publique, mais qui n'est pas comptable, et une dépense publique, parce que ça serait quand même fait avec des fonds publics, mais qui ne serait pas comptabilisée dans le déficit public, parce que le déficit public n'est calculé qu'à partir du secteur 13. Alors ça, c'est déjà une première situation qui peut être très tentante, c'est de se dire, n'y aurait-il pas moyen, en regardant un petit peu de plus près les définitions des sociétés non financières, sociétés financières, de se dire, mais est-ce que l'entité ne pourrait-elle pas plutôt être attachée à un autre secteur plutôt que le secteur 13 ? Eh bien, cette tentation a existé dans le passé, mais elle a été corrigée en 2014 en Belgique, puisque, je vais y revenir là-dessus, Eurostat a fait une petite visite en 2012 et en 2014 particulièrement, et à cette occasion, la SOGEPA, la SRIW et les autres instruments, je dirais des sociétés publiques d'investissement ou outils pour réaliser des investissements en région wallonne, mais la même chose à Bruxelles, la SRIB, eh bien, ont été déplacés du S11 et du S13 pour être classés, enfin du S11 et du S12 pour être classés dans le S13. Et donc, rien qu'en faisant cela, il y a déjà une petite augmentation significative du déficit public de ces entités et de l'État belge. Et c'est la même chose, évidemment, pour le nord du pays, avec PMV. Donc, donc je vous ai dit que le SEC pouvait diviser schématiquement en deux parties, une dimension géographique, donc imaginons ça spatialement, et alors vous pourrez imaginer une dimension qui serait plus, je dirais, en 3 dimensions, c'est les constructions qu'on peut mettre à l'intérieur de chacun de ces secteurs. Eh bien, on peut aussi travailler sur les types de contrats, et là c'est la notion d'opération en bilan, parce que dans les opérations en bilan, imaginez qu'une entité du secteur des administrations publiques contracte avec une société non financière, par exemple un promoteur immobilier, et que ce contrat va porter sur la livraison d'un actif, un bel immeuble, une belle prison, un bel hôpital, tout neuf. Eh bien la question, ça va être pour savoir où va-t-on dans le bilan de qui on va enregistrer la dépense associée à l'acquisition de l'hôpital, soit chez celui qui fournit l'hôpital, soit chez celui qui acquiert l'hôpital. Alors pour répondre à cette question, il faut qualifier l'opération. Soit c'est un achat de biens, un actif, soit c'est un achat de services. Si c'est un achat de services, on va mettre uniquement la dépense annuelle associée à l'achat de ces services. Si c'est un achat d'actifs, on va mettre la totalité des dépenses relatives à cet actif dans les comptes. Et donc le tout, c'est de pouvoir qualifier l'opération. Et pour pouvoir qualifier l'opération, on va rechercher qui est le propriétaire économique. Et alors là, c'est tout l'intérêt de savoir quelle est la méthodologie qui est développée pour pouvoir identifier le propriétaire économique de l'actif. Et dans les opérations hors bilan de PPP, on va voir qu'il y a une méthodologie très particulière qui est développée et qui va pouvoir permettre de situer l'actif
chez le fournisseur et non pas chez celui qui bénéficie des services. Et donc, mais ça je vais y revenir. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette réflexion sur les opérations hors bilan est arrivée dans un contexte qui est celui du SEC 95. Mais je vois que je vais peut-être revenir un peu en arrière ici pour vous parler, donc ça j'en ai parlé de ça, pour vous parler d'un peu de ceci. Donc aujourd'hui, quand je vous présente le SEC donc avec ces deux dimensions, bah, c'est au travers de règles qui sont adoptées par des couches successives. Donc il y a d'abord un règlement. Ce règlement adopte le règlement européen qui adopte le SEC 2010. Ce SEC 2010 est lui-même détaillé dans un manuel qui est publié par Eurostat. Ce manuel est publié à un rythme d'une fois tous les 2 ans. C'est ce qu'on appelle le MGDD. C'est tout un manuel qui n'est plus que publié qu'en anglais. Maintenant, au début, il était publié dans les 2 langues. Maintenant, par facilité, il est uniquement en anglais. Puis il devient de plus en plus volumineux. Et de temps en temps, Eurostat aussi détaille des guides méthodologiques ou des guides sur le traitement statistique de certaines opérations. Et je vais vous parler du guide statistique sur les PPP. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout ceci forme un corps assez dense et assez complexe. Et il faut pouvoir, pour comprendre l'ensemble, il faut pouvoir lire l'ensemble des documents et de les faire interagir, raison pour laquelle Eurostat adopte soit des notes de clarification, soit des guides pour pouvoir chaque fois expliquer. Mais à chaque explication, ça appelle encore d'autres questions, et donc d'autres explications sont encore nécessaires. Donc il y a une d'assez grande inflation, au point que en 2004, entre 2004 et 2016, donc en 12 ans, une période de 12 ans, le traitement statistique sur les PPP, donc dont je vais reparler, est passé d'un communiqué de presse de 3 pages, de 2 pages et demie, à un guide statistique de 150 pages. Et encore, ce guide statistique de 150 pages ne traite pas de la totalité des questions. Et il faut pouvoir aussi lire le MGDD, qui lui fait aussi, qui compte au moins un chapitre de 30 pages. Le plus grand chapitre porte sur les PPP dans ce MGDD. Et donc, il faut pouvoir lire ces 30 pages aussi, et ce n'est pas encore assez, parce qu'il y a encore d'autres questions qui se posent ailleurs, et donc on attend encore d'autres clarifications, mais on voit donc une inflation. Et alors, ça c'est peut-être dans la discussion, on pourrait se poser la question, mais quelle est la source de cette inflation? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque nouvelle règle, une nouvelle pratique se développe, et que cette nouvelle pratique amène d'autres règles qui amènent d'autres pratiques. Donc il y a peut-être un cercle vicieux à ce niveau-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que à l'origine, il n'y avait rien. Donc, dans le SEC 95, il n'y a aucune section, aucun chapitre, aucune ligne sur les partenariats publics-privés. Et donc, on est arrivé à ça à partir de rien. Alors, comment est-ce que s'est fait cette évolution? Eh bien, dans le SEC 95, il y avait bien une opération qui était visée, c'était l'opération de crédit bail. Et donc, évidemment, tout le monde est un peu familier avec le leasing, donc c'est en comptabilité d'entreprise. Eh bien, c'est à peu près la même réflexion qui existait dans le SEC 95 en ce qui concerne la comptabilisation de l'opération de bail et de crédit bail. Donc, l'idée dans un bail, et la distinction avec un crédit bail, c'est de savoir si ce qui est loué est la propriété économique ou non de celui qui l'utilise. Est-ce que le locataire est le propriétaire économique? C'est-à-dire que lorsque vous avez la livraison d'un bien qui doit correspondre aux spécifications données par le locataire, qui ensuite reste la propriété du locataire, on peut se poser la question, à la fin du contrat de location, on peut se poser la question si le locataire n'est pas le réel propriétaire, et que certes il y a un artifice juridique autour de tout ça, mais le propriétaire économique, c'est le locataire. Et donc c'est la réflexion qui était faite, mais ce qui est assez intéressant, c'est que il y avait à cette occasion dans le SEC 95 déjà une recherche de la réalité économique plutôt que de se suffire de la forme juridique. Il y avait un accent sur l'analyse du transfert des risques et des avantages. Et il y avait un examen du transfert des risques et des avantages afin de déterminer le propriétaire économique. Et c'est cette même idée qui va être développée par la suite dans la décision d'Eurostat du 11 février 2004. Donc,
Cette décision fait 2 pages et demie, un petit communiqué de presse qui développe le traitement statistique des PPP. Et donc la rationalité est très simple, hein. Donc l'idée c'est qu'un propriétaire économique, puisqu'il faut rechercher le propriétaire économique de l'actif, c'est celui qui assume la majorité des risques et qui tire la majorité des avantages liés à l'actif. Eurostat va distinguer 3 risques. Le risque de construction, le risque de disponibilité et le risque de demande. Et l'idée, c'est que le risque de construction doit nécessairement être transféré et que soit le risque de demande, soit le risque de disponibilité doivent être transférés vers le partenaire privé pour qu'on puisse considérer que le partenaire privé soit le propriétaire économique de l'actif, bien que ce soit l'autorité publique qui en ait l'usage. Donc, je vais reprendre ça simplement. Imaginons la construction d'un immeuble. L'immeuble est construit par un promoteur. L'immeuble est mis à disposition d'une autorité publique qui est classée dans le secteur des administrations publiques. L'autorité pourrait être considérée comme le propriétaire économique, mais elle ne le sera pas si le risque de construction est transféré au promoteur et si un des 2 autres risques, disponibilité ou demande, est transféré au promoteur. Ça veut dire quoi, le risque de construction? Ça veut dire qu'il ne sera pas payé tant que l'ouvrage n'est pas livré complètement. S'il y a un retard, il doit en assumer les conséquences. S'il y a des défauts, il doit en assumer les conséquences, c'est-à-dire que son paiement sera réduit. Le risque de demande, c'est dans le cas souvent lorsqu'il y a une demande particulière pour un ouvrage, on pourrait imaginer une autoroute à péage. Imaginons que la demande après la mise en exploitation soit plus faible que la demande estimée, sur base de laquelle le business plan avait été établi. Bien dans ce cadre-là, quelqu'un doit assumer la différence. Et cette différence devra être assumée par le partenaire privé. Dans l'hypothèse, c'est lui qui assume ce risque. Le risque de disponibilité, c'est un risque qui est plutôt associé à la performance de l'ouvrage. Donc si, par exemple, il s'agit d'une école, l'école doit être utilisable par des écoliers, on fixera la température à 17 degrés comme étant température minimale des classes. Si la température descend à 15 degrés, il n'y a pas de paiement pour la classe. Donc ça, c'est le risque de disponibilité. Et donc Eurostat a développé ça de manière assez simple, sur 3 pages. Alors, c'était adopté le 11 février 2004. Un mois après, 12 mars 2004, le FMI rédige un rapport et critique la décision. Enfin, je veux dire qu'ils en disent du bien aussi, hein, mais ils sont quand même assez critiques, et notamment, la critique porte sur le fait que les critères sont beaucoup trop simples, enfin, les risques pris en considération sont trop simples, et pour le FMI, ces risques vont souvent être ce transfert de risque va souvent être présent. Et donc on va souvent avoir des opérations hors bilan qui vont être qui ne feront pas l'objet d'un enregistrement de déficit public. Et le FMI critique le fait qu'il n'y a pas une prise en considération de la valeur résiduelle. On va voir que dans le SEC 2010, ce risque-là va être pris en considération, ce qui nous donne déjà une tendance pour imaginer la suite. On voit quand même qu'il y a comme une convergence. Et aussi, si on regarde aussi les périodes, 2004, c'est avant la crise financière, et le SEC 2010, lui, va être adopté plutôt avec une prise en considération d'une plus grande prudence par après. Et alors, on a aussi le FMI qui fait une observation déjà à l'époque sur le passif implicite, en soulignant que si trop d'opérations deviennent hors bilan, on peut s'interroger s'il n'y a pas à avoir un mécanisme, enfin, cette phrase est bien connue depuis, too big to fail, où il faudra nécessairement que l'État vienne au secours et intervienne ou assume une partie de l'ardoise pour pouvoir permettre au contrat de pouvoir continuer à opérer. Et c'est ce qui va d'ailleurs se vérifier dans le cadre du Portugal, lorsque le Portugal connaîtra la crise de la dette souveraine avec la crise de l'euro. Donc, on a 3 opérations en bilan dans SEC 2010. On a toujours cette location, on a le contrat de PPP et le contrat de concession. Alors, ces 3 opérations hors bilan génèrent puisqu'ils sont hors bilan, des déficits publics cachés, donc des dépenses qui ne sont pas enregistrées dans le déficit public qui est, lui, publié. Alors, on peut se poser la question, alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de rendre ces déficits publics cachés publics ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à ce que, même si on ne les inclut pas dans les seuils de la discipline budgétaire, mais au moins qu'on les connaisse, que tout le monde puisse savoir quelle est leur étendue?
Eh bien, figurez-vous que la première fois que la Commission européenne doit faire un relevé des déficits publics cachés, c'est en 2015. Donc c'est très récent. Et depuis, chaque année, sur la page web d'Eurostat, vous voyez un communiqué de presse avec une évaluation du déficit. Et alors, oui, ça c'est les différents types de risques. Et c'est intéressant qu'il puisse y avoir une prise en considération d'un déficit public caché parce que les économistes de l'OCDE et d'autres organisations internationales soulignent quand même qu'il y a eu des crises antérieures, crise asiatique 97, crise en Amérique du Sud 80, crise en Afrique 90, Côte d'Ivoire, où des déficits publics cachés de 40% ou 20% tout d'un coup deviennent apparents et s'intègrent au déficit public officiel. Évidemment, on peut imaginer la perte de confiance que ça les génère chez les investisseurs. Donc on a une première estimation qui est faite en 2015 sur une base volontaire. Et alors ici, on va voir ça. J'ai affiché le lien. C'est tout petit. Mais alors, je vais vous lire la ligne pour la Belgique. Donc, passif lié aux partenariats publics-privés hors bilan, 0,1% du PIB. Bon, il y a eu une petite, évidemment, le chiffre est faible. En 2014, on a pas mal reconsolidé. Mais alors, si vous regardez dans cette colonne, vous allez voir des chiffres qui sont plus significatifs. 1,8 pour la Hongrie, 3,4 pour le Portugal, 1,7 pour le Royaume-Uni. Alors on pourrait se dire, tout est bien dans le meilleur des mondes, mais cette liste est établie sur une base volontaire, et il y a des petites notes derrière qui viennent vous dire par pays qu'il y a quand même quelques petites réserves à voir sur les chiffres, et notamment, je vais vous lire la réserve pour le Royaume-Uni, PPP hors bilan, la couverture des données n'est pas exhaustive pour les administrations locales. C'est-à-dire que les chiffres ont été donnés uniquement pour les PPP du gouvernement central, enfin, et des grandes agences. Mais en ce qui concerne les autorités locales, si on lit les rapports de visite d'Eurostat régulièrement, on voit que l'autorité statistique du Royaume-Uni communique le fait qu'elle n'a pas les données locales et qu'elle ne peut pas les constituer, c'est trop complexe. Et donc, c'est un chiffre qui est à prendre pour ce qu'il est. Et si on regarde un petit peu, bon, ça c'est par exemple pour la France. Bon, la France, ici on a un beau 0,0. Donc il y a France 0,0, donc il n'y a absolument rien comme déficit public caché. Mais la France a donné des chiffres sur sa définition juridique de PPP, la définition française du PPP, pas la définition européenne du PPP. Et donc, par exemple, toutes les opérations de concession ne sont pas incluses. Donc les lignes de TGV ou les autres opérations qui sont labellisées comme des concessions ne sont pas incluses dans ce périmètre. Et donc on a ici, en tout cas en termes de reporting, il y a, je dirais, une possibilité d'amélioration parce que les bases, la méthodologie qui sert de base à l'établissement de ces tableaux n'est pas encore complète ou peut encore être améliorée et des États membres pourraient y contribuer. Alors ça fait l'objet encore de débats puisque en 2018 il doit y avoir un débat au Parlement européen sur la suite à donner et sur les actions à prendre en ce qui concerne la gestion des engagements conditionnels puisque c'est le nom qu'on utilise au niveau européen, mais pour parler des déficits publics cachés et des passifs liés au PPP. Alors, le temps avance, et donc je vais terminer bientôt, dans 5 minutes, mon exposé pour pouvoir vous donner la parole pour les questions-réponses. Alors, discussion et réflexion pour l'avenir. Ici, vous avez 2 photos, une zone de pêche surexploitée et la forêt tropicale surexploitée aussi. Alors cela, c'est pour illustrer une théorie économique qui est la tragédie des communs. Alors la tragédie des communs est une théorie qui était moderne, qui a été développée en 1968 par le professeur Garrett Hardin et qui avait essentiellement vocation à initier une réflexion écologique. Et donc l'idée, c'est qu'il y a des ressources communes et ces ressources communes sont surexploitées lorsqu'elles sont laissées
simplement gérer, lorsqu'on permet à des agents économiques de surexploiter cette ressource, et notamment ils sont guidés par leur propre opportunisme, et ils vont notamment arriver à une surexploitation de la ressource. Alors, l'idée derrière cette théorie, c'est que la gestion effective de la ressource commune se fait par le droit de propriété privée. Et donc, l'idée derrière cette théorie, on peut lire certains économistes arriver à cette conclusion, c'est que pour éviter une surexploitation de la forêt tropicale, eh bien, il faut la privatiser. Et qu'il y aurait une tragédie dans ce qui est géré en commun. Et que ce qui est géré en commun ne peut nécessairement qu'aboutir qu'à une surexploitation et à la disparition de la ressource. Bon, évidemment, on peut imaginer que tout le monde ne partage pas cette opinion, mais en termes économiques, ce qui est assez intéressant, c'est que cette tragédie des communs a fait l'objet d'une réflexion par le professeur Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009 avec Oliver Williamson. Et Madame Ostrom a été récompensée pour sa contribution à la réflexion sur la tragédie des communs. Et Madame Ostrom a proposé une idée différente. Elle a proposé une idée qu'il était possible de gérer des ressources communes, mais qu'il fallait au moins que cette variable soit réunie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sa réflexion, c'est une économiste, mais qui s'est beaucoup aussi intéressée, je dirais, à la préservation des ressources. D'abord, elle a travaillé sur des bassins d'eau et puis sur d'autres types de ressources communes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a identifié cette variable. Et lorsque ces 7 variables sont présentes, il y a un contexte qui peut permettre à une gestion de la ressource commune et sans que celle-ci disparaisse ou sans qu'il faille opter pour une alternative qui est la pleine propriété privée. Donc la première variable, c'est l'information correcte sur les conditions de la ressource commune, accessible à un faible coût pour les participants. Donc c'est où en est-on dans la consommation de la ressource commune ? La deuxième variable, c'est la compréhension commune des risques et des avantages associés à une continuation du statu quo, en contraste avec les changements aisés pouvant être adoptés. Donc, où allons-nous si on continue comme nous sommes partis maintenant? Et vers où peut-on aller si on change de comportement? Troisièmement, c'est qu'il y ait un partage de normes généralisées de confiance et de réciprocité, que le groupe utilisant la ressource commune est stable, que les participants prévoient de vivre dans la même région pour une longue période, et que le système de décision autre que l'unanimité, qu'il soit autre que l'unanimité ou le droit de vote ou un droit de veto, et qu'il y ait un système de sanctions et qui puisse être mis en œuvre à un coût peu élevé. Alors, là où je me permets d'être un petit peu osé, c'est d'utiliser cette théorie et de l'appliquer au déficit public caché. Parce que dans le déficit public caché, on pourrait développer un système où il y aurait une information sur l'état de consommation du déficit public caché. La Commission européenne commence à y travailler. On pourrait développer une compréhension commune des risques et des avantages associés au statu quo ou à un changement de comportement. Il pourrait y avoir un partage généralisé de normes de confiance et de réciprocité déjà en faisant un reporting volontaire exhaustif. Et en tout cas, le groupe utilisant la ressource commune est stable. Alors on peut imaginer ça au niveau des États membres, mais on peut aussi imaginer cela à l'intérieur d'un État. Parce que le déficit public, si on voit le déficit public caché ou le déficit public comme une ressource commune, on peut voir aussi que certains comportements opportunistes et individuels peuvent aboutir à un épuisement plus rapide de la ressource. Par exemple, le professeur Ostrom a mis en avant le fait que lorsqu'un des participants à l'utilisation d'une ressource commune pensait que les autres participants allaient surexploiter la ressource commune, ce participant-là n'avait aucun intérêt à ne pas surconsommer non plus, puisqu'il sait que de toute façon c'est perdu. Donc autant y aller, autant prendre les gains tout de suite. Et vous pouvez parfaitement imaginer qu'il pourrait exister à l'intérieur du cercle des entités publiques également une compétition pour avoir accès à des ressources, puisque les budgets étant limités, certains projets vont être choisis plutôt que d'autres. Et donc la réflexion pourrait être d'essayer de créer des normes généralisées de confiance et de réciprocité à l'intérieur des administrations publiques, mais formant une communauté, qu'il y ait le groupe est stable, en tout cas les participants sont là pour longtemps, dans la même région pour une longue période, qu'il y ait un système de décision qui soit adopté, qui ne soit pas l'unanimité ou un système de veto, et qu'il y ait un système de sanctions peu élevé. Donc, alors, cela amène évidemment une réflexion qui est quasiment un début de réflexion sur une proposition.
Parce que comme on sait que ce déficit public caché est là, qu'il va fort probablement continuer à grandir au fur et à mesure que la discipline budgétaire va se montrer de plus en plus forte. En fait, on peut même se poser la question de savoir si on n'est pas dans la dualité habituelle, régulation-prohibition d'un côté, et avec de l'autre côté, évidemment, la réaction d'avoir des comportements opportunistes de l'autre pour pouvoir réagir à cette prohibition ou à cette régulation. Alors ici, il y aurait une autre voie. Donc pour l'instant, vous avez dans le débat public vraiment toujours sur la discipline budgétaire européenne deux voies. L'une disant il faut une discipline, d'autres disant il ne faut pas de discipline. Ici, quelque part, ma réflexion va sur une troisième voie qui serait de dire peut-être essayons de mettre en place un système d'information, de décision et de gouvernance collective. Si les 7 variables pouvaient aboutir à une gestion commune de la ressource, et qui soit durable, il ne serait pas nécessaire obligatoirement d'avoir un système qui fixe un seuil absolu au-delà duquel on ne pourrait pas dépasser une limite dans la consommation des déficits publics cachés. Mais on pourra en tout cas avoir par contre une attention et surveiller, voir quel est l'état de consommation de ces déficits publics cachés à l'intérieur d'un État membre et qu'ensuite des arbitrages puissent être faits avec les participants de la ressource commune. Voilà, donc il est 6h06, j'ai dépassé de quelques minutes mon temps de parole et je suis à votre disposition pour des questions. Alors évidemment, cette présentation est certainement une source de frustration parce que le sujet est un sujet passionnant. J'y ai travaillé pendant cette année, bon certes quelques années plus intensément que d'autres, mais quand même ça m'a pris un peu de temps. La difficulté et la beauté de la matière, c'est que j'ai commencé mon doctorat en même temps que je travaille comme avocat, donc je n'ai pas fait ça full-time, mais j'ai commencé en 2009. Donc c'était déjà la crise financière, puisque celle-ci a commencé techniquement 2007-2008, mais on n'avait pas encore la transposition de cette crise financière dans, je dirais, dans la pratique des PPP. Et donc ce qui m'a particulièrement frappé, c'est de voir aussi l'évolution dans le temps. C'est que la décision de 2004, quand on la regarde, on a l'impression d'avoir un anachronisme, d'avoir une époque où finalement, je dirais, les opérations hors bilan, bon, oui, c'est intéressant, mais ça ne doit pas être, on pourrait prendre le choix de ne pas trop les encadrer, même si le FMI, en mars 2004, était déjà assez critique. Par contre, ignorer les remarques du FMI, après la crise financière, ça devenait très difficile. Et j'ai pu observer qu'au fur et à mesure que les années passaient après, au fur et à mesure de cette crise, on voyait, je dirais, la porte des opérations en bilan devenir beaucoup plus, soit étroite, soit complexe en fait, et cette complexité amenant une plus grande insécurité juridique également. Parce que ici, c'est une des parties de réflexion de ma thèse. J'aborde aussi dans celle-ci un autre aspect, c'est à quel point les gains en matière d'opérations hors bilan sont fragiles. Parce qu'il y a une règle que Eurostat a développée dans son guide et dans son MGDD, le dernier, celui de 2016, c'est de dire que lorsqu'il y a une modification non négligeable au contrat, il faut refaire une nouvelle analyse. Et cette nouvelle analyse doit être faite sur base des méthodologies existantes au moment où l'analyse doit être faite. Donc, vous vous souvenez de la ligne du temps, avec les réformes de la méthodologie des Nations Unies. Vous pouvez imaginer la séquence sur les 10 prochaines années ou 15 prochaines années, il y aura une réforme. Les groupes de travail sont déjà en place, donc les statisticiens travaillent sur celle-ci. Quelles sont les règles qui vont être adoptées? Comme ce groupe de travail au niveau des Nations Unies est commun, FMI, OCDE et Commission européenne, on ne peut pas imaginer que la voix du FMI et de l'OCDE ne vont pas être entendues. Et qu'après, il faudra transposer ça dans le système européen des comptes. Donc on peut penser qu'il va peut-être avoir des ajustements qui vont se faire. Et alors la question est de savoir, mais quelle est la probabilité qu'il y ait des modifications en cours de contrat? Alors ça, c'est une partie aussi très intéressante, parce qu'ici, j'ai un peu emprunté à des réflexions d'économistes. Mais l'autre économiste avec qui Madame Ostrom a eu son prix Nobel en 2009, c'est Oliver Williamson. Oliver Williamson a fait des travaux notamment sur les contrats, notamment sur la modification des contrats, Jean Tirole aussi. Et il apparaît que de certaines théories économiques, ça c'est la théorie des contrats incomplets, que nécessairement ces contrats vont être exposés à des modifications après coup. Et donc
la question est de savoir quelle est la probabilité que le gain de l'opération en bilan soit acquis et pour combien de temps. Parce qu'en plus, si le gain n'est même pas acquis de manière définitive et est exposé au risque d'être perdu, on aurait la constitution d'un déficit public caché qui nécessairement à un moment donné va être réintégré dans le déficit public officiel. Voilà, ceci simplement pour terminer et pour vous communiquer, enfin pour vous dire la joie que j'ai d'être devant vous ce soir et en tout cas la joie que j'ai eue à pouvoir faire cet exposé devant un public aussi attentif et silencieux. Donc merci beaucoup.